Philippe Rossi. Et c'est l'heure de notre grand débat sur Sud Radio. Emmanuel Macron qui était en direct sur TF1 hier après l'accord historique selon ses mots conclu entre les 27 sur le plan de relance. Emploi, crise du Covid, test, agression contre les policiers, les pompiers, beaucoup de sujets évoqués hier. Le chef de l'État vous a-t-il rassuré pour la suite? On vous donne la parole sur Sud Radio 0826 300 300. Et puis Benjamin Dolot avec vous, un petit point sur les réseaux sociaux. Pour le moment c'est assez impressionnant. On a 95% de non sur Twitter et sur Facebook on monte juste même à 99%. Eh ouais, presque le 100% sur Facebook. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. Bon, vous continuez de voter évidemment et on débat de tout ça avec Benjamin Lucas qui est avec nous, porte-parole du mouvement Génération. Bonsoir Benjamin. Bonsoir. Bonsoir à vous Benjamin. Et Luc Faré également avec nous, secrétaire général de l'UNSA Fonction Publique. Bonsoir Luc Faré. Bonsoir. Voilà, nos vraies voix qui sont là évidemment pour débattre. Philippe Bilger, Philippe David, Françoise Degois, Luc Faré. Qu'avez-vous pensé de l'intervention d'Emmanuel Macron si vous l'avez regardé hier ? Mais écoutez, en ce qui concerne l'Europe, je pense que c'est une bonne nouvelle qu'il y ait un accord qui a été trouvé, parce que cela permettra à notre pays d'avoir des moyens financiers pour surmonter cette crise et peut-être aller enfin vers un geste fort sur l'écologie. Donc oui, je pense qu'il y a un point positif sur ce point-là. Et puis, j'ai été satisfait aussi qu'il aborde la question des incivilités en rappelant qu'il était important de lutter contre les incivilités. Alors, on va en parler des incivilités, Luc Faré, c'est le mot qui a choqué sur les réseaux sociaux, mais juste avant, vous avez rendez-vous vendredi, après-demain avec la ministre de la Transformation et de la Fonction publique qui donc réunit les partenaires sociaux. Qu'est-ce que vous attendez de ce rendez-vous, Luc Faré ? Mais écoutez, c'est tout simplement un rendez-vous salarial. Ça veut dire qu'on doit parler salaire pour les agents publics. Et les agents publics sont les fonctionnaires et les contractuels, 5,5 millions d'agents qui sont concernés par ce rendez-vous salarial. Et nous attendons que le gouvernement, enfin, se décide à apporter quelque chose en plus que ce qu'il n'a fait jusqu'à présent pour les agents publics, c'est-à-dire depuis 3 ans où il n'a pas fait beaucoup de choses pour améliorer leur rémunération. Donc on souhaite enfin que ce sujet soit sur la table et que d'ici la fin du quinquennat, il y ait des vraies perspectives qui soient ouvertes, on va le dire, de dégel de la valeur du point d'indice, de l'augmentation des rémunérations des salaires. En faisant que fait le gouvernement aujourd'hui, il participe à une sorte de déclassement des métiers de la fonction publique et atténue l'attractivité de nos métiers. Et donc oui, je pense que le gouvernement se doit maintenant de faire plus qu'un geste. Il l'a commencé avec le Ségur de la Santé, avec plus de 8 milliards d'euros qu'il a mis sur la table. C'est quelque chose de positif. Maintenant, il faut que pour les deux autres fonctions publiques, c'est-à-dire la fonction publique de l'État et la fonction publique territoriale, il y ait aussi des signes forts qui soient donnés. Alors pour revenir sur le plan de relance européen, Françoise Degois, vous avez entendu ce qu'a dit Luc Faré, et c'est ce que vous pensiez, on en a débattu à 17h, c'est une bonne nouvelle pour l'Europe. Non, j'ai pas dit ça tout à fait comme ça. J'ai dit que c'est un petit pas pour l'Europe, mais que si on ne l'avait pas fait, ça aurait été dramatique. Ouais. Donc le fait qu'on ait réussi à le faire n'est pas mal. Oui, c'est historique. Historique ne veut pas dire que c'est bien. Oui, en tout cas, c'est historique. C'est la première fois que l'Europe emprunte ensemble. Après, voilà, il y a des choses qui vont pas. Le budget de la recherche disparaît, le budget de la santé disparaît, l'environnement c'est bof, la PAC, le budget bio disparaît, les rabais, l'Allemagne ne perd pas son rabais, les frugaux remportent des rabais. Mais on a évité, pour moi, la pire des choses qu'il fallait éviter, c'était la Troïka. Vous vous souvenez de la Troïka en 2010 FMI, BCE et Commission européenne qui avait décidé de superviser la gestion des subventions à la Grèce. Ça a été un désastre. C'est que non seulement il y a eu une véritable saignée économique, mais sur le plan économique, ça n'a rien apporté. Et ça a apporté un désastre grec. Là, c'est ce que voulaient les Néerlandais. Ils voulaient la remise en place de la Troïka. En gros, surveiller la façon dont les fonds sont utilisés. Là, c'est beaucoup. On n'en pas là, mais donc un pas nécessaire, un pas que je salue. Attention néanmoins, le bémol que je mets aux contreparties qui sont demandées. Les contreparties, c'est le flou le plus absolu. Le plus absolu. Si on nous demande des réformes structurelles en nous disant vous avez eu votre prêt, maintenant il faut faire toutes les réformes structurelles, et bien là, je pense que ça va poser un vrai problème politique. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que aucun des camps antagonistes, paradoxalement, ne voulait être le responsable de l'échec de l'esprit
l'esprit européen. Et donc, même ceux qui ont gagné apparemment les frugaux étaient très sensibles au fait que lorsqu'on les accusait d'être responsables de la déroute, ils ne l'admettaient pas. Et de l'autre côté, on a vu, même si les solidaires, les généreux ont lâché beaucoup de lest, qu'ils ne pouvaient pas se permettre. Et la crédibilité personnelle de président elle-même aurait été réduite à rien si ça avait été un échec. Philippe David. Moi, j'ai très peur parce que les conséquences, elles vont venir dans l'autre sens. C'est que vous allez avoir les aides, d'accord, mais maintenant, vous allez réduire vos dépenses de santé, vous allez réduire ceci, réduire cela. Les grands perdants de l'accord, Françoise en a d'une partie, il y a la recherche, la santé, la PAC. Alors là, pour nos agriculteurs... la PAC, mais le volet bio. C'est le volet bio. Il y a 9 à 10 milliards qui disparaissent. Oui, le volet bio, c'est justement là qui est le problème. Je vais vous dire pourquoi. Parce que quand on signe des traités de libre-échange avec le Canada, les États-Unis, en clair, le CETA, et avec le Mercosur, où là, c'est pas le bio, c'est l'agriculture. On parlait du poulet brésilien, hyper intensivogène, etc., dégueulasse. Ça veut dire que nos agriculteurs vont mettre la clé sous la porte, parce que le bio, ils auront plus de pognon, et ceux qui sont pas bio, ils ne sont pas compétitifs par rapport aux Argentins, aux Brésiliens, d'accord. Donc c'est réglé. Et il y a quand même autre chose, ce qui est amusant, Erasmus. Zappé. Qui est complètement zappé. Et un dernier tout petit point, la défense aussi est un grand perdant. Alors vous me direz, Kissinger disait en 74, l'Europe quel numéro de téléphone pour la défense, on ne pouvait pas espérer grand chose de toute façon. Ouais, juste une chose pour dire très vite, que ça montre aussi qu'à un moment donné, notre responsabilité collective est immense dans le fait d'avoir laissé des paradis fiscaux se développer au cœur. C'est ça, je veux dire. Les Pays-Bas ne sont forts que du fait qu'ils sont au centre géographique. Les gens me disaient, oui, mais s'ils n'étaient pas en Europe, ils feraient pareil. Non, pas du tout. Capgemini n'irait pas s'installer. Renault-Nissan. Mais Renault, bien sûr. Capgemini, PSA, Airbus. Donc, on connaît bien. C'est-à-dire qu'on a fermé les yeux, on a laissé s'installer un pays de 15 millions d'habitants qui pratique le dumping fiscal, qui ne pourrait pas le pratiquer. L'Europe est devenue une poule aux œufs d'or. Et finalement, ce pays-là nous a fait danser au nom de sa supposée vertu économique, qui n'est pas du tout exacte, car si la dette publique est plutôt bonne, la dette privée est à 150% aux Pays-Bas, donc elle est masquée. Et là, je dois dire alors que les Français ont un bon taux d'épargne, y compris les Italiens à terme disent qu'ils... Et donc c'est pour ça que moi je trouve que là, ça a montré notre négligence, notre je m'en foutisme par rapport à ces paradis fiscaux aussi. Benjamin Lucas, porte-parole du mouvement Génération, qui est avec nous. Oui. Ouais, moi je vais, comme souvent, être d'accord avec ce qu'a dit Françoise de Gaulle. On est les deux derniers de gauche, en fait, sur la planète. On est toujours invités ensemble. Quand on parle d'écologie, c'est des espèces en voie de disparition. Non, ne croyez pas ça. Je pense qu'au contraire, les crises, et notamment ce débat sur le plan de relance européen, ont démontré la pertinence des idées de la gauche et de l'écologie. On voit quoi? On voit, par exemple, sur la question, là, puisqu'on est sur la question européenne. D'abord, effectivement, Françoise l'a dit et très bien dit, je n'y reviens pas, mais qu'on a laissé des paradis fiscaux au cœur de l'Europe, finalement, dicter leurs lois. Il y a cette espèce de droit, il y a ce droit de regard là qui va conduire à des politiques d'austérité, qu'on a un plan qui de fait est insuffisant. Alors moi sur le terme historique je suis toujours prudent parce que vous savez l'histoire on juge quand même comme on dit chez moi c'est à la fin de la foire qu'on compte les bouses. Et ben là c'est à la fin de l'histoire qu'on verra si c'était historique ou si ça ne l'était pas. Et comme le disait Lilian Thuram, je crois en demi-finale de la Coupe du Monde 98, tant que c'est pas fini, c'est pas terminé. Je crois que c'est ça c'est de la pensée politique. Quand c'est pas fini, c'est pas faux. Mais c'est pas faux. Plus sérieusement, on a vu quand même dans cette affaire, puisque beaucoup a été dit, je vais aller sur un autre sujet qui est la question démocratique. On a vu les obstacles, la règle de l'unanimité en Europe, elle l'empêche d'agir, parce que le Parlement européen, qui nous représente, nous citoyens européens, qui est l'émanation des peuples d'Europe, le Parlement européen, il était d'accord. Il y avait un consensus. Vous savez, moi je suis pas un adepte, tous ceux qui me connaissent autour de cette table savent qu'on me catalogue plutôt comme un sectaire que comme un consensuel. Là, il y avait un consensus qui disait 2000 milliards de relance. On a des obstacles, on a des groupes de pays, des égoïsmes d'États-nations qui bloquent cela. Et donc ça nous invite aussi, et moi je suis fédéraliste, moi je suis pour une Europe des peuples et pour une Europe réellement démocratique. Il faut redonner du pouvoir au Parlement, il faut redonner du pouvoir aux représentants aujourd'hui des citoyens et en finir avec cette règle de l'unanimité qui nous paralyse. Enfin, il faut 4 jours, nuit comprise, coup de bluff du président de la République, coup de com' des uns, des autres, etc., pour aboutir à un plan au rabais. Alors oui, sans doute il est bien, c'est mieux que rien, et moi je m'en réjouis, et pour tout ce qui va aboutir dans notre économie, dans notre vie quotidienne, c'est très bien. Mais quand même, 4 jours et 4 nuits pour quelque chose qui est en dessous de ce qu'il aurait fallu faire face à l'ampleur de la crise économique. Là, ils ont raison. Le Japon... quand même de dire, oui, Luc Farret, allez-y. Mais qu'aurait-on dit s'il n'y avait pas eu cet accord? Est-ce qu'on aurait dit il va falloir baisser
et ce que j'aurais évidemment condamné, les salaires des agents publics ou d'autres éléments pour arriver à s'en sortir. Mais donc on va y arriver. Je le dis ici de façon très, très, très forte. Moi, en tant que responsable syndical et qui suis en direct en lien avec le budget de l'État, puisque les agents publics sont rémunérés sur le budget, hein, il n'y a pas 36 solutions, eh bien, heureusement qu'il y a un accord qui va permettre de donner des moyens à notre pays. Et donc, moi, je le dis ici très clairement, je suis content qu'il y ait eu un accord. Alors, on peut dire qu'il aurait pu être mieux, on peut dire qu'il aurait pu être obtenu plus rapidement, mais comme c'est la première fois qu'il y a ce type d'accord, je pense que c'est un élément très positif. Et qui va financer plus d'un tiers du plan de relance français, 40 milliards d'euros. Attention, sur 100. Attention, je juste 40%, sur l'idée que 120 millions de Japonais, en 24 heures ou en une semaine, lèvent 1000 milliards de dollars. Les États-Unis, 320 millions, en une semaine, lèvent 2000 milliards de dollars. Donc là, ce que dit Benjamin Lucas, moi encore une fois, je pense il vaut mieux un pas que rien. Mais la réalité, c'est que on a donné aussi une image qui est absolument catastrophique, déplorable, bien sûr. Et le Parlement, juste une précision, parce que ces questions européennes sont fondamentales et tout le monde s'en fout un peu. Sachez que le Parlement européen n'a pas le droit d'amender. Il a juste le droit d'adopter ou de rejeter. Et elle est là, la limite, elle est là. Les parlementaires européens étaient d'accord sur le 2000 milliards avec Thierry Breton, d'ailleurs, commissaire européen. Voilà. Les parlementaires ont le droit d'adopter ou de rejeter. Ils ne peuvent pas amender. Et comme le disait très bien Philippe Bilger, personne ne prendra la responsabilité de faire échouer la chose. Allez, on va poursuivre. Philippe Rossi. Allez, on poursuit notre débat dans les vraies voix de l'été. Comment ? On fait du piapiatage. On fait du piapiatage. Avec Philippe Bilger et Philippe David, on fait les potins, c'est tout. Du piapia. Vous connaissez pas le piapia ? Du piapiatage. Les potins, les commérages. On a bien potiné. Qui est avec qui ? Quelle star est avec quelle star ? Alors, dites-nous, ça ne nous regarde pas, mais non, on parle pas de ça. Vous avez qu'à piapiater avec nous. C'est même possible avec le piapia. Allez, on va poursuivre notre grand débat. Emmanuel Macron qui était en direct sur TF1 hier après l'accord conclu entre les 27. Il a parlé d'emploi, il est revenu sur la crise sanitaire, évidemment, on va en parler. Les tests, beaucoup plus de tests, c'est ce qu'il a dit. Agression contre les policiers et les pompiers, beaucoup de sujets évoqués. Le chef de l'État vous a-t-il rassuré pour la suite ? Le 0826 300 300, ça c'est le numéro du standard de Sud Radio. Et puis, avec vous, Benjamin Dolot, les réseaux sociaux. Donc là, on a un commentaire, tout en poésie. Emmanuel Macron a la propension d'adoucir les bruits d'adultes et l'éloquence d'en faire pour nos oreilles une mélodie à endormir les bébés. Ah bah. Oh, dis donc, voilà, un poète, un auditeur poète. Ah, chouette. Un fidèle auditeur. C'est-à-dire que j'ai rien compris, en fait, à la fin. C'est la manière de parler de Macron, c'est endormir les bébés. C'est endormir, quoi. Oui. En gros, l'idée. Non, mais dans la famille, on a un petit bébé qui a des problèmes pour s'endormir. Je vais suivre les conseils. Écoutez, mettez-lui Macron, on va voir si le petit bébé s'endort. Mais c'est plutôt François Baroin. Non, vous êtes ah oui, parce que c'est angoissant, Emmanuel Macron, à un moment donné, ça fait nanana, nous sommes en guerre. Il faut bien que le bébé se réveille à un moment. Il sait parler fort, Macron, quand il veut. Allez, Luc Faré est avec nous, toujours avec nous. Toujours avec nous, Luc Faré, secrétaire général de l'UNSA Fonction Publique, et puis Benjamin Lucas, porte-parole du mouvement Génération, toujours avec nous également depuis 2 heures. Nos vraies voix, Françoise Degois, Philippe Bilger, Philippe David. Beaucoup de sujets qui ont été évoqués hier. Alors la crise du Covid, évidemment, qu'il fallait en parler hier. Nous sommes mis en situation de faire de plus en plus de tests et nous allons continuer en ce sens. Phrase signée Emmanuel Macron. Les tests, justement, parlons-en. Il y en a beaucoup, mais peu de Français, j'ai l'impression, François, se font tester ou veulent aller se faire tester. J'ai l'impression. Et puis alors les tests, est-ce qu'on peut décortiquer tous ensemble dans un grand chapitre de sémantique? Nous sommes mis en situation de faire beaucoup de tests. Que veut dire cette phrase? La question c'est rien. On en a ou on n'en a pas? On en fait ou on n'en fait pas? Et pourquoi Emmanuel Macron parle comme ça? C'est pas un idiot, il sait très bien. C'est parce que cette question, comme les masques, est une question polémique. C'est-à-dire qu'ils ont annoncé 700
750 000 tests. Il n'y a pas 750 000 tests parce que nous n'avons pas la capacité tout simplement de les faire. Parce que même si nous les avons, eh bien, nous n'avons pas les laboratoires. Et voilà encore un problème majeur de grand décalage entre la parole. Et elle a raison, Françoise, parce qu'il y a de plus en plus de Français avant les vacances. Alors je parle de la région parisienne, enfin de l'Île-de-France, Paris-l'Île-de-France, qui veulent se faire tester avant d'aller en vacances. Et malheureusement, ils ne peuvent pas parce que c'est des queues interminables et qu'il n'y a pas assez d'effectifs dans les laboratoires. De toute façon, depuis le début de la crise, même si on peut être, en ce qui me concerne, je trouve qu'ils ont fait ce qu'ils pouvaient, ils ont tout le temps oscillé entre l'obligation et la liberté. Ouais. Et donc ça, quand on regarde, ça a été une catastrophe. Tiens, on va entendre nos invités sur le sujet. Luc Faré qui est avec nous sur ces tests justement. Vous avez entendu Emmanuel Macron hier sur la stratégie, beaucoup plus de tests, masques obligatoires, pas gratuits, mais seulement pour les plus précaires. Écoutez, moi je n'ai pas trop envie de polémiquer sur ces aspects-là. On pourra tous mesurer et faire des constats au final. On se voit aujourd'hui que à chaque fois la question matérielle, la question d'organisation a primé sur ce qui aurait été théoriquement nécessaire pour protéger soit les Français, soit les agents dans leur mission en ce qui concerne les agents publics. Donc moi je n'ai pas envie de polémiquer. On mesurera ce qu'il aurait fallu faire ou pas faire à la fin de la crise. Elle est loin d'être terminée. Ouais. Moi, c'est ce que j'ai envie d'entendre et de retenir quand j'entends régulièrement en ce moment qu'on nous redit oui, il y a de plus en plus de cas, oui, il y a un risque pour octobre, oui, donc on est face à une difficulté. Je ne sais pas encore comment va se passer la rentrée sociale, la rentrée scolaire à l'issue des vacances. Je pense que oui, nous sommes devant des difficultés importantes pour notre pays. Essayons de ne pas polémiquer et essayons de tous ensemble de faire qu'on réussisse à surmonter, au-delà des divergences que l'on peut avoir avec le président de la République, le résultat de ce qui doit se passer pour les Français. Mais vous savez, j'aime beaucoup ce langage très évangélique, mais la réalité... Pas du tout, non, mais je vous dis juste... Non, mais je vous dis juste que heureusement qu'il y a des gens qui ont polémiqué, parce que heureusement qu'il y a des médecins, par exemple, notamment Robert Cohen, qui n'est pas soupçonnable d'être un dangereux révolutionnaire, qui il y a 10 jours a fait une tribune pour dire masque obligatoire, car grâce à ça nous avons le masque obligatoire. Donc est-ce que c'est de la polémique? Moi je crois pas que c'est de la polémique, c'est mener le combat. Et Philippe dit osciller entre la liberté et la contrainte. Moi je dis que, je suis plus méchante que lui bien sûr, je dis qu'en fait ce gouvernement depuis le début de la crise donne le sentiment sur la question matérielle de courir toujours après les événements. Voilà, il est là le sujet, d'être toujours en retard et de galoper derrière les masques, derrière les tests, jamais d'anticiper en fait. Dans ce que disait notre invité, j'ai cru comprendre tout de même qu'il demandait qu'on tienne compte de la bonne volonté des gouvernants. Oui, mais moi j'en tiens compte en plus, parce que je leur donne le point vraiment sur l'économie, honnêtement. Voilà. Non, mais oui. Tiens, j'aimerais entendre Benjamin Licca sur le sujet, la stratégie de la France et cette crise du coronavirus. Bon, je vais faire synthèse. Évidemment, pas de polémique pour la polémique. En revanche, effectivement, Françoise de Gaulle l'a rappelé une fois de plus. Mais les débats, ils sont nécessaires et ils ont permis beaucoup de choses. Et je crois qu'il faut tirer, parce que le président de la République, c'est la 5e République, le président parle et on pense que tout va se faire comme ça, parce que la parole présidentielle irait tout. Et on a vu dans la crise, on a vu au plus fort du confinement que ce n'était pas le cas. On a vu des dysfonctionnements sur les masques, sur les tests. On a vu la difficulté des administrations. Vous aviez des préfets, vous aviez des recteurs, vous aviez dans l'éducation nationale, ça a été, pardon de le dire, mais un bordel sans nom à bien des égards. Donc bien sûr, la situation est inédite, bien sûr, il faut être bienveillant, mais il faut qu'il y ait des débats, il faut qu'on pose un certain nombre de choses pour qu'on s'améliore à chaque fois. Et moi, là je ne crois pas forcément à un discours performatif du président de la République. J'aimerais, je souhaite, et c'est pas une question de confiance ou pas confiance, mais j'espère que tout ça va être suivi des actes concrets, d'un vrai suivi. Et donc oui, il ne faut pas polémiquer pour la polémique, et en même temps, il ne faut pas dire circulons, il n'y a rien à voir, et voilà. Et oui, et heureusement qu'il y a des gens qui à un moment donné ont lancé des polémiques, des sujets de discussion, parce que sinon je ne sais pas dans quel état nous serions. Il faut aussi, et c'est là où je termine par ça, je pense qu'il manque à nos gouvernants sur ces sujets, c'est un peu d'humilité. Parce que face à une crise, tout le monde dit la crise est inédite, c'est pas de notre faute, effectivement, mais il faut apprendre de ce qui se passe ailleurs, sur les tests, sur les masques, etc. Il faut apprendre aussi de nos erreurs et de nos réussites, et je crois que moi j'ai trouvé un peu dans la tonalité du président de la République depuis le début de la crise et encore hier une humilité très feinte et une forme
je ne veux pas dire d'arrogance parce que je ne veux pas être dans la polémique, mais en tout cas un peu de suffisance par rapport à tout cela. Et moi, j'aimerais vraiment qu'on retrouve un discours humble et qui ne soit pas, encore une fois, cette espèce comme dans la Ve République, c'est-à-dire ce discours du président de la République et on pense que tout ça va se faire naturellement. Alors, quand il n'est pas humble, on dit qu'il n'est pas humble, et puis quand il fait preuve un peu d'humilité, on dit qu'il feint l'humilité. C'est un peu compliqué quand même. Parce qu'ils sonne faux. Non, mais en gros, on a fait ce qu'on a pu. Il faut dire ça. En gros, il y a quelque chose chez Emmanuel Macron qui revient et qui est très gênant. Les seuls moments d'ailleurs où ça ne se passe pas, c'est quand il parle de ses sujets de prédilection, c'est-à-dire économie et Europe. Il sonne faux. Et ça, c'est un vrai problème d'un président qui sonne faux. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de pas du mensonge, mais quelque chose qui est ressenti, en tout cas, de plus en plus comme de l'insincérité. J'ai pas d'autre mot que quelque chose qui sonnerait faux. Pas parce qu'il est insincère, mais parce qu'il y a un moment donné, il n'est jamais tout à fait lui-même et tu ne sais pas quel Macron parle. Et sur le régalien, c'est encore plus affreux. vrai. Est-ce que sur la colonisation, est-ce que c'est le Macron du déplacement en Algérie sur la colonisation, ou est-ce que c'est le Macron qui parle des séparatismes? Tu comprends? On ne sait jamais. Il évolue positivement. Mais il va repartir dans l'autre sens et il va te finir par te décevoir à nouveau, si tu veux. C'est ça. On ne sait jamais quel Macron parle. C'est un vrai problème. Mais en même temps, ça pourrait être sans rire, là, la plénitude d'un esprit qui embrasse. Je suis d'accord avec toi. Ah oui, d'accord, mais ça, c'est l'universalisme. Je suis d'accord avec toi, mais c'est pas ça le sujet. En fait, on aurait aimé le voir comme ça, mais la réalité, c'est qu'il n'est pas ça. Et le pire, c'est qu'il n'y a pas que sur les idées, il y a aussi sur le comportement. Rappelez-vous quand même, quand il avait toisé un jeune ado qu'il avait tutoyé en lui disant « Tu ne me tutoies pas », il lui fait la leçon. Et 2 jours après, il est aux Antilles avec des hurluberlus torse nu dont un braqueur à faire des photos. En veux-tu, en voilà. Ça fait partie, il n'y a pas que sur le fond, il y a aussi sur la forme où moi je ne sais pas ce qu'il est sur la forme. Je ne sais pas. En réalité, on est en train de se rendre compte que les Français se rendent compte, et ça c'est ni à charge ni à décharge, c'est totalement neutre, qu'ils ne connaissent pas ce président. Ben non, mais il est impossible à cerner. Et le reproche qui est fait de non-proximité, c'était intéressant ce qu'elle disait notre auditrice tout à l'heure, c'était vachement bien, Muriel de Béziers, il ne comprend pas, etc. C'est pas ça, c'est qu'en réalité, personne ne comprend qui est ce jeune homme. Ça reste un jeune homme. C'est assez dramatique, d'ailleurs, je le dis, j'ai presque une forme d'apitoiement démocratique. Voilà un homme que je crois sincère lorsqu'il dit « je me réinvente en permanence », mais c'est comme si en permanence l'opinion butait sur quelque chose qui ne parvient pas à convaincre chez lui. Comme si ça ne dépendait pas de lui, c'est son être qui est comme ça. Tu sais, il y a quelqu'un qui était comme ça, qui s'appelait Laurent Fabius, et qui était, non mais qui à un moment donné, si tu passes la lumière ou tu la passes, je sais pas, c'est sonner juste ou sonner faux, mais enfin je pense qu'on est un peu victime d'eux-mêmes. Allez, on va poursuivre le débat sur ce qu'a dit Emmanuel Macron hier, notamment sur les agressions de policiers et de pompiers. Voici ce qu'a déclaré le chef de l'État. Nous ne pouvons pas accepter, et je n'accepterai pas dans notre pays, que ces incivilités deviennent une habitude. Alors, ce mot a énormément choqué, très très mal choisi. Benjamin Lucas, une telle erreur, c'est incompréhensible. Puisqu'un discours, et il y avait un prompteur hier, et ça avant, se voyait. Il y avait tolérance zéro, c'est ça le problème. Le prompteur se voyait, quand il y a un prompteur, c'est que le discours, enfin l'intervention est écrit, Benjamin. Oui, il y a, mais c'est là aussi où on voit, pardon, je fais un petit pas de côté sur ce sujet, mais encore une fois, voilà, en fait, on attend trop de la parole présidentielle. On attend trop de la parole d'un seul homme. Ça pose comme un problème démocratique. On est à scruter le mot qu'il emploie mal, etc. Et en plus, pour le coup, alors Emmanuel Macron, on ne peut pas dire qu'en matière de politique sécuritaire, ce ne soit pas un descendant direct de Nicolas Sarkozy. La preuve, regardez qui est ministre de l'Intérieur. Et regardez qui est préfet de police à Paris. Et la gestion des gilets jaunes. Et par ailleurs, et on a vu, oui, effectivement, dans la gestion des gilets jaunes, on a vu dans un certain nombre d'affaires de violence policière que ce président de la République n'a pas compris l'enjeu républicain dans lequel nous sommes de rétablir, de restaurer la confiance entre les citoyens et la police. Alors là, voilà le mot qu'il emploie, les erreurs de langage qu'il fait, finalement, cachent et les débats, mais d'ailleurs,
je ne suis pas complotiste, je ne vais pas dire que c'est fait exprès. Vous voyez, le temps qu'on va passer là à débattre, c'est pas un reproche que je nous fais, hein, c'est normal, il l'a dit, on en débat. Mais le temps qu'on passe à débattre des mots du président de la République, pendant ce temps-là, la politique continue avec la merde, notamment en matière de brutalité de répression de tous les mouvements. Benjamin, moi je m'inscris en faux parce que quand vous voyez ce qui a été fait depuis ce matin par tous les membres du gouvernement, Marlène Schiappa, Gabriel Attal, pour déminer ça, je pense que vraiment, c'est vraiment une erreur magistrale, il n'y a pas de complot. C'est le pire, c'est que c'était pas une phrase où il répondait aux débeautés, c'était préparé, écrit, tapé. Et quand il tape ça sur le prompteur, il y en a pas un qui se dit. Sauf que tous les Français savent faire la différence entre une incivilité et une agression. Excusez-moi, massacrer un chauffeur de trambus à Bayonne, c'est pas une incivilité. Ou tirer sur le pompier. Ou tirer sur le pompier, c'est un crime. Ou traîner une fille sur 800 mètres. Non, mais ça veut dire aussi qu'il n'a pas de notion, et ça c'est normal, à sa décharge quand on est enfermé dans le cocon fou de Bruxelles pendant 5 jours et 5 nuits. Je pense qu'il n'a pas eu le temps d'appréhender ce que peut avoir de désastreux sur l'opinion, ce que ça peut avoir de sidérant et de douloureux, l'affaire d'Axel Dorier par exemple. Je pense qu'il est... Alors on va expliquer quelle est l'affaire Axel, c'est cette jeune femme aide-soignante de Lyon qui s'est fait traîner sur 800 mètres en même temps, par une voiture. C'est d'autant plus grave qu'à l'évidence, il voulait aborder ce thème qui avait été négligé lors du 4 juillet à cause des deux journalistes. Philippe, il suffisait de faire une chose, c'était de parler 2 ou 3 ou 4 jours plus tard et de bien préparer les choses. Macron, il fallait bien qu'il vante l'accord européen. Oui, enfin, il n'y avait pas grand-chose à vanter, c'était bien ça le problème. Non, mais ça c'est Macron, il est hors sol, il est déconnecté, complètement déconnecté. Je pense qu'à sa décharge depuis et il est crevé. Vous vous souvenez, la mésaventure, la pire, ça a été pour Laurent Fabius qui revient d'une tournée de Polynésie, qui est crevé, qui a signé des accords incroyables, ou qui a travaillé, etc., et qui pense qu'il est plus fort que Chirac. Et il dérape, c'est cette fameuse, vous parlez au Premier ministre de la France, qui va lui faire perdre une grande partie d'ailleurs de Marine Le Pen en face de Macron. Voilà, et je crois en plus qu'on parlait tout à l'heure, parle-t-il trop, je pense que le quinquennat, vous savez, le jupitérisme, ça a été théorisé par Jacques Pilan pour François Mitterrand, à une autre époque, il faut être le président jupitérien, ça c'est Pilan qui explique ça à Mitterrand. Mais je crois que c'est absolument impossible dans le quinquennat, et dans cette génération. Sarkozy, Hollande, Macron, et celui ou celle qui arrive, c'est les enfants de la télé. Et donc je pense qu'il faut arrêter avec ce fantasme de la parole rare, parce que c'est tout simplement impossible, et dans l'époque, et dans le quinquennat. C'est très dommage, parce qu'il avait des premiers ministres qui lui auraient permis de demeurer dans une sorte de posture véritablement, j'allais dire régalienne, présidentielle. Il savait s'occuper de l'intendance et donc lui, il aurait pu demeurer en retrait. Oui, Luc Faré, tiens, on vous a pas entendu? Oui, enfin, moi j'essayais d'intervenir parce que je crois que moi ce que je retiens dans ce propos, c'est pas le mot incivilité qui est effectivement très très mal choisi et inadapté, mais le fait de pointer sur le fait qu'on ne peut pas continuer dans notre pays à ne pas respecter les agents publics, les pompiers, les policiers dans l'exercice de leur mission, et on ne peut pas continuer à avoir des gens qui sont impunis lorsqu'ils font des actes comme le drame que vous évoquez à Lyon de cette jeune femme traînée sur 800 mètres. On ne peut pas continuer comme cela, et il faut effectivement, si la parole présidentielle a un sens, c'est rappeler que nous sommes dans un état de droit avec une république, et cela implique qu'il y a un respect des agents et des personnes qui sont là pour faire respecter le droit dans notre liberté. Est-ce que vous n'avez pas l'impression tout de même que chez le président de la République, c'est un peu, il n'a jamais su parler la langue régalienne, et il y a une posture, j'ai plutôt l'impression qu'il a décidé d'ouvrir une nouvelle page du quinquennat pour continuer d'absorber la droite jusqu'au bout, en lui enlevant ce qui lui paraissait sa particularité essentielle. Moi, je ne sais pas si c'est un objectif du président par rapport à l'aspect politique. Syndicalement, moi, ce que j'ai noté, c'est le fait qu'il ait apporté un soutien de fait aux agents publics, pompiers, policiers et autres dans l'exercice de leur mission. Et ça, c'est vraiment important. Mais Luc Faré, pardonnez-moi, mais il est le 4e président à faire ça. Ce que Emmanuel Macron a dit hier d'une façon tout à fait banale, François Hollande l'a dit, Manuel Valls l'a dit, Nicolas Sarkozy l'a dit et répété.
répété, et Brice Hortefeux aussi. Vous n'avez pas le sentiment qu'à un moment donné, c'est toujours les mêmes mots et les mêmes phrases et que rien ne change? Je vois pas pourquoi vous vous extasiez sur ce qui a été dit hier. Ça fait 10 ans. En quelques mots, Luc Faré. J'ai dit que c'était bien qu'il l'ait dit. Ah oui, d'accord. S'il ne l'avait pas dit, on serait dans une situation au contraire. Moi, je constate et je considère que l'importance pour le président de la République, d'un président de la République, de son rôle, c'est de bien le rappeler et de le dire. Après, il faut que ça change. Oui, il faut que ça change. Et il faut que, de fait, on n'hésite plus à... je vais le dire, à arrêter un certain nombre de personnes qui se comportent comme ils ne devraient pas se comporter dans un état de droit, dans une république. C'était le mot de la fin. Merci à vous.